Alexis Tchoyap, on parlait tout à l'heure des rapports entre savoir et pouvoir. On s'est un petit peu appesanti sur les sollicitations réciproques des détenteurs de pouvoir et des producteurs de savoir tout à l'heure. Mais on peut observer quand même aussi que les forces d'opposition au Cameroun, s'entend les forces d'opposition au régime, pour ces forces-là, cette sollicitation des intellectuels, des universitaires ou des producteurs de savoir semble un petit peu timide. Évidemment, si l'on accepte les années 90, les années de démocratisation bruyante qu'on sait, où, notamment avec l'échéance de l'élection présidentielle de 92, on avait alors vu quelques intellectuels, quelques universitaires de renom, autour de John Frondi, à la fois leader du SDF, mais candidat d'un regroupement des forces politiques. On avait vu Maurice Kamto, on avait vu Célestin Monga, Achille Mbembe, Vianney Mbenzana, père son âme, on avait vu Charlie Gabriel Mbok, etc., etc. Pourquoi, à votre avis, les sollicitations de ces producteurs des savoirs sont assez timides par les opposants au régime en place au Cameroun? Écoutez, vous devrez peut-être interroger les opposants au régime, mais c'est au moins la preuve qu'au mieux, le savoir peut susciter du soupçon, voire de la peur. Ce qui est dommage, parce que tous ces universités que vous avez cités n'aspirent qu'à une chose, je l'imagine, c'est pour ça qu'ils sont engagés pendant ces années-là, permettre, offrir leur savoir, offrir leur expertise pour l'avancement du Cameroun. Donc, si les responsables politiques ont cette attitude à l'égard des universitaires, c'est déplorable. Et puis, je pense que de toute manière, ils ont tout à perdre. Est-ce que ça dénote d'un profil, on va dire, mental, psychologique et même entrepreneurial des figures de l'opposition camerounaise? Je ne sais pas. Remarquez quand même que parmi ces figures de l'opposition, il y a le docteur Adamo Ndamjoya, qui était un universitaire très, très sérieux, du moins en son époque. C'est peut-être un profil, mais comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au moins la preuve que le savoir, l'universitaire, peut paraître intimidant, alors qu'il n'est que universitaire, c'est-à-dire un humain qui produit un savoir et qui aimerait bien mettre ce savoir à la disposition de son peuple, de ses concitoyens. Alors si parmi ses concitoyens, il y en a qui estiment qu'ils n'en ont pas besoin alors qu'il n'est pas utile, bah, écoutez... est-ce qu'il faut le regretter? Certainement, certainement. Parce que c'est mon avis que chaque citoyen, dans chaque champ d'expertise, pourrait apporter quelque chose à l'édification de ce pays, quelle que soit sa posture idéologique. Est-ce que dans ces conditions, vous comprendriez éventuellement le grief qui est fait aux forces d'opposition d'être incapables de fournir, en termes de projet de société, ou de se constituer en alternative crédible au projet de société, entre guillemets, formulé, esquissé, formulé par le régime en place? Est-ce que vous comprendriez, vous feriez un lien entre cette sollicitation ou cette sous-sollicitation des détenteurs de savoir? C'est une hypothèse qu'on peut envisager, M. Zinga. Vous savez, être homme politique nécessite certainement un certain savoir également, mais c'est un savoir, une expérience qui est différente de celle que pourrait apporter un sociologue ou un anthropologue ou un politologue ou un juriste, par exemple. J'ai vu ailleurs des députés qui ont consulté des cabinets, qui ont dans leur regard des avocats qui les conseillent sur des questions précises. Il y en a quelques-uns au Cameroun quand même. Hein. Bon, alors, je n'ai pas semblé le comprendre. Bon, écoutez, mais c'est déjà ça, vous ne l'avez pas mentionné. Mais je le dis là. Mais merci. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faudrait encourager. Et que les leaders politiques comprennent que les universitaires travaillent pour ce même Cameroun dans lequel nous vivons tous. Au demeurant, l'une des affaires, si l'on ose dire, de ces dernières années au Cameroun, c'est quand même cette tendance à des soutiens aussi bruyants que, j'allais dire, controversés de la personne du président Biya. Je ne vous apprends rien, en 2004, en 2011, un groupe d'universitaires s'était constitué pour lancer un appel au candidat Paul Biya, candidat au président national du RDPC, d'être candidat aux élections présidentielles de 2004 et 2011. Est-ce que vous comprenez cette posture? Est-ce qu'elle vous semble recevable dans la scène camerounaise, sur la scène camerounaise?
Bon, écoutez, comprendre la posture, je n'ai pas à la comprendre. Mais j'observe que j'ai commis un article sur cette question. Je crois que le meilleur service qu'un universitaire pourrait rendre aux politiques, c'est de lui offrir des alternatives au modèle courant, pas se constituant par terre de courtisans. J'avais lu le texte de l'appel qui, à mon sens, ne semblait pas extrêmement original ni spécialement profond. Et je ne suis pas sûr que le politique ait besoin de ce genre de choses. C'est une option que je trouve problématique. Ceci étant, l'universitaire étant citoyen d'un État a la liberté d'interpeller les autorités de son pays. Sauf que je ne suis pas sûr. Je me demande si le meilleur service qu'on puisse rendre à l'État, c'est de participer, c'est de générer ce genre d'appel. Et quel écho un tel appel ou de tels appels ont pu avoir sur la place canadienne dans la communauté camerounaise? Bon, les collègues, les amis, beaucoup étaient un peu stupéfaits, un peu amusés. Je parle des collègues universitaires avec qui j'ai parlé à l'époque. Mais finalement, il faut dire que ce n'était qu'un épiphénomène, même si on en a beaucoup parlé. Je crois à ce point, vous réduisez ce type comment dirais-je, de soutien, voire d'allégeance à un épiphénomène? Oui, non, épiphénomène en ce sens que la question, finalement, est morte de sa belle mort. Il n'y a pas eu de suite à cela. J'aimerais bien interroger les collègues en question. Depuis que l'appel a été lancé, quel a été le suivi? Est-ce qu'ils ont fait d'autres... Est-ce que d'autres propositions précises ont été faites, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la seule chose qu'ils puissent offrir à l'État, aux politiques? Ça, je m'interroge. Deuxième appel, 2011. 2011 aussi, un environnement assez spécial avec ces motions de soutien initiées par les plus hautes autorités de l'enseignement supérieur. Puis, vaste débat. Est-ce que l'universitaire était censé se positionner en adjuvant du pouvoir ou en opposant de ce pouvoir du régime en place? Est-ce que vous croyez que c'est un débat qui ait pu être justifié? Je ne pense pas qu'on doive justifier d'un débat ou ne pas le justifier. Je crois que tout débat est utile. On ne peut pas, dans un contexte comme le nôtre, réduire les citoyens au silence. Maintenant, si des universitaires prennent des initiatives, ils vont les assumer. Ça aurait pu être d'autres citoyens. Mais si c'est les universitaires qui le font, cela peut donner une impression de légitimité ou bien de légitimation. C'est des choix. Et comme je le disais tout à l'heure, les citoyens sont libres de soutenir qui ils veulent. Et il se trouve que les collègues, n'est-ce pas, ont lancé cet appel, ils l'assument, ils auraient pu ne pas le faire, mais pendant qu'ils lancent cet appel, il y en a, ils sont nombreux également, même si on n'en parle pas toujours, je crois que vous le savez, il y en a qui vont en sens contraire. Donc je ne pense pas que cela soit exceptionnellement juste de se polariser sur... C'est un bouillonnement normal, la vie des idées? Mais bien sûr, absolument. Je crois que cela fait partie de la dynamique citoyenne. Et puisqu'on parle de dynamique citoyenne, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui ont lancé cet appel l'inscrivaient dans des stratégies de positionnement individuel? Vous la posez la question. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ce que vous avez observé, vous? Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas comptable des actions de mes collègues. Mais vous y réfléchissez, j'imagine. Oui, bon, pas spécialement. Mais ils font les choix dont ils sont seuls responsables. Qu'est-ce qui s'ensuit? Je ne sais pas, vous êtes mieux placé en tant que journaliste, connaisseur de la scène, avec votre carnet d'adresse, vous savez certainement mieux que moi ce qu'ils sont devenus. Est-ce que vous voulez à ce point être coupé, vous voulez apparaître comme quelqu'un qui est véritablement peu concerné par ce type de problématique? Est-ce que c'est parce que vous avez mieux à faire que de regarder ça, ou parce que vous dites d'une manière générale, ça n'est pas votre tasse de thé? Oh non, certainement pas. Oh non, c'est pas sérieux, ce ne serait pas sérieux, non. Nous le suivons. Simplement que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les collègues font les choix qui sont les leurs, et puis ils les assument. Mais j'imagine que cette question ne laisse véritablement pas indifférente les figures des diverses diasporas que nous avons, puisque vous en êtes, vous êtes au Canada, mais évidemment les diasporas sont plurielles,
du point de vue de leur trajectoire, de leur site de déploiement, etc., etc. Est-ce que ce type de problème anime les échanges à l'intérieur de la communauté camerounaise, par exemple au Canada? Mais certainement, certainement. Et ça se pose en quels termes? Vous retrouvez les mêmes oppositions? Vous retrouvez les mêmes perspectives? Oui, parce que de toute façon, les citoyens qui se retrouvent à l'extérieur, n'est-ce pas, portent avec eux le Cameroun. C'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup de ceux qui sont partis sont nécessairement des dissidents. C'est pas toujours vrai. Nous avons des compatriotes qui, d'ailleurs, vous savez que tous les partis inscrits ici ont des membres disséminés partout sur la planète. Donc, on a la même dynamique. Hein. Et puisqu'on parle de diaspora, une opinion incline à pouvoir réduire les rapports entre les diasporas et le terroir, à ces échanges, à ces transferts financiers qui sont importants, puisque certaines études ont pu révéler que sur une période de 10-15 ans, la masse monétaire transférée en Afrique à travers les figures de la diaspora était supérieure, largement supérieure au volume de l'aide publique au développement pour ce qui est de certains pays. Est-ce qu'on réduirait les rapports entre les diasporas et le terroir à ces transferts financiers qui, me semble-t-il, dénotent quand même un certain nombre de soucis? Écoutez, je crois que ce serait très simplificateur. Les diasporas, comme vous le savez, elles sont plurielles. Et puis remarquez que les diasporas ne sont pas simplement au nord. Il y a des communautés camerounaises établies en Afrique du Sud, au Sénégal, au Nigeria. Des citoyens, j'ai connu des Camerounais chefs d'entreprise au Mali, des Camerounais professeurs dans les universités sénégalaises. Donc, leurs activités ne se réduisent pas à cela. D'ailleurs, quand on parle de diaspora, il faudrait se révéler à... Quand on parle de diaspora habituellement, le modèle auquel on pense, c'est le modèle juif, qui parle, à cause de certains événements que vous connaissez, se sont retrouvés dispersés, mais qui, à chaque instant, contribuent à la construction de l'État d'Israël, qu'il s'agisse d'un pouvoir de gauche ou de droite, mais qui en plus, n'est-ce pas, s'organisent pour pouvoir influencer les politiques dans les espaces où ils résident. C'est pour ça que chaque diaspora juive est en général perçue comme étant très très puissante dans les espaces où ils résident. Donc la question à mon sens c'est de savoir comment est-ce que les diasporas camerounaises se situent par rapport à ce modèle-là. Et au-delà de cette diaspora MoneyGram ou diaspora Western Union, n'est-ce pas, dont vous parlez, je crois qu'il y a des diasporas, les compatriotes font des choses extrêmement importantes. On construit des écoles, n'est-ce pas, on construit des puits, on offre des médicaments aux malades. Et je crois qu'il y a un exemple très intéressant dont vous suivez certainement les échos. C'est l'Université des Montagnes à Bangandé, qui est le résultat d'une contribution fondamentale des forces de la diaspora. Voilà. Et je crois que ce qu'il faudrait relever, c'est que chaque État qui valorise le savoir, qui valorise la diaspora, ne peut qu'en bénéficier. Regardez la diaspora érythréenne ou la diaspora éthiopienne. Ils font des choses extraordinaires. La diaspora du Cap-Vert, ils font des choses extraordinaires pour leur pays. Donc, au total, je crois que nous devrons, à ce niveau-ci,